Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du projet de synthèse du 1,4-diméthoxybenzène qu'on a commencé aux vacances précédentes avec Baptiste et Cyriac. Alors aujourd'hui il s'agit de réaliser la deuxième étape du projet, donc la nitration de l'anisole qu'on a préparé dans la vidéo précédente en para-nitroanisole qui nous servira ensuite à préparer la para-anisidine et ainsi de suite jusqu'au 1,4-diméthoxybenzène. Alors, histoire de vous présenter un petit peu la réaction qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'après ce sera une vidéo qui est très pratique et assez peu théorique. On réalise aujourd'hui une nitration de cycle aromatique, donc c'est de la substitution électrophile aromatique bien classique. Il s'agit ici de faire réagir un aromatique, donc l'anisole qu'on a préparé dans la précédente vidéo, avec de l'acide nitrique, dans des conditions acides, donc possiblement avec un petit peu d'acide sulfurique, pour préparer la paranitroanisole. Alors, le mécanisme c'est le suivant, l'acide nitrique est tout d'abord activé par protonation et perte d'une molécule d'eau, pour former l'ion nitronium, espèce électrophile qui rentre en jeu dans la substitution électrophile aromatique. Ensuite commence la substitution électrophile aromatique. Donc l'ion nitronium va être attaqué par le cycle aromatique. Alors à quel endroit? On a ici une espèce qui est l'anisole, qui porte un groupe électrodonneur, le méthoxy, qui enrichit les sites ortho et para en électrons. On le voit quand on écrit les formes mésomères de l'anisole, on peut délocaliser de la densité électronique venant d'un doublé non liant de l'oxygène du méthoxy sur le cycle aromatique et on observe qu'une charge négative apparaît sur les sites ortho et para du cycle. L'anisole est donc plus nucléophile sur ces sites et on va avoir tendance à nitrer les sites ortho et para du cycle aromatique. Donc le cycle aromatique de l'anisole, nucléophile, va pouvoir attaquer par un de ses doublés pi l'ion nitronium, espèce électrophile dans la réaction, pour générer l'intermédiaire carbocationique désaromatisé suivant, qu'on appelle l'intermédiaire de Wieland, qui est stabilisé par délocalisation de la charge positive sur l'ensemble du cycle, mais également sur le groupe électrodonneur, ici le groupe méthoxy. Notez que si l'on tente de nitrer l'anisole sur la position méta du cycle aromatique, l'intermédiaire de Wieland qu'on obtient n'est pas aussi stable, puisque l'on ne peut pas délocaliser la charge positive sur l'oxygène du groupe méthoxy. C'est pourquoi la nitration se fait bel et bien sur les positions ortho et para majoritairement lorsqu'on a un groupe électrodonneur. Alors cet intermédiaire de Wieland, il est quand même peu stable, mais par perte d'un proton, on va pouvoir régénérer l'aromaticité, donc on retrouve le cycle aromatique initial de l'anisole, mais on retrouve également le proton H+, qui avait permis d'activer l'acide nitrique à la première étape du mécanisme, et qui joue donc un rôle de catalyseur. La nitration est donc catalysée par un milieu acide. Le produit de la nitration, ici on le voit, c'est bien la paranitroanisole, mais notez qu'on aurait pu également attaquer la position ortho du cycle aromatique pour générer l'orthonitroanisole. On aura donc deux produits majoritaires, l'ortho et la paranitroanisole, la paranitroanisole étant majoritaire car la position para n'est pas encombrée par le méthoxy, contrairement à la position ortho. Alors initialement, quand on a tenté cette réaction, on a essayé d'utiliser de l'acide nitrique à 68% seul pour nitrer l'anisole. Malheureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Donc là on est bien, on a un goutte à goutte régulier et lent d'acide nitrique dans notre anisole. Le tout dans un bain de glace, avec un bon contrôle de la température et une agitation magnétique vigoureuse. Donc les bonnes conditions pour une mononitration bien sélective. Donc là on est à 50 minutes de réaction, on a introduit environ 10 ml de l'acide nitrique, et une couleur bleue apparaît petit à petit dans le mélange. Une réaction semble se produire. Au début on a pensé que cette coloration bleue pouvait venir d'oxyde d'azote, qui ne se serait pas dégazé du milieu réactionnel, compte tenu de sa basse température. Je vous rappelle que le ballon était dans la glace. Et en plus, on observait au-dessus du liquide un petit peu de dioxyde d'azote, le gaz brun, ce qui semblait aller dans le sens de cette hypothèse, puisqu'on avait effectivement des oxydes d'azote dans le milieu. Mais la couleur bleue s'est beaucoup intensifiée par la suite, ce qui nous a poussé à remettre en cause cette hypothèse, en se disant que c'était probablement dû à un sous-produit coloré. En l'occurrence, on pense que c'était un radical issu de la benzoquinone qu'on aurait obtenu par oxydation et déméthylation de l'anisole, l'acide nitrique ayant en effet un fort caractère oxydant. A la limite, ça ne nous aurait pas dérangé d'avoir un petit peu de benzoquinone ou des sous-produits dans le milieu réactionnel, puisqu'on avait prévu de faire une purification par recristallisation de toute façon, pour séparer la paranitroanisole de l'orthonitroanisole. Mais le problème, c'est que la réaction a fini par s'emballer. Donc petite mise à jour sur ce qui s'est passé, là la réaction s'est emballée. Donc il y a eu une réaction très exothermique qui s'est produite et qui a propulsé du coup le liquide sous forme de mousse et de vapeur par la tubulure de l'ampoule de Coulé-Isobar, donc jusqu'à l'ampoule de Coulé-Isobar. La mousse est passée par le tuyau et le liquide a été arrêté entièrement par la garde, où on peut voir qu'on a la coloration donc orangée des dioxydes d'azote, enfin des oxydes d'azote, donc le dioxyde d'azote notamment. Quant au dioxyde d'azote, il a bien été absorbé donc par le flacon laveur à la soude, ce qui était tout l'intérêt de le mettre. Mais là, à ce stade, du coup, on a perdu notre milieu réactionnel et donc il va falloir nettoyer un petit peu tout ce qu'on a et récupérer potentiellement
ce qu'on a formé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Après ce premier emballement, on a décidé de refaire la nitration dans des conditions un peu différentes, cette fois-ci en utilisant non pas de l'acide nitrique seul, mais un mélange sulfonitrique, donc un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique, ce qui permet d'avoir plus de protons dans le milieu réactionnel, et donc plus d'activation de l'acide nitrique en ion nitronium, l'espèce active de la réaction. Du coup, l'idée c'était de rendre la réaction plus rapide, de sorte à éviter l'accumulation dans le milieu réactionnel des deux réactifs, l'acide nitrique et l'anisole, ce qui éventuellement peut mener à un emballement lorsque ces deux espèces vont réagir d'un seul coup. Alors ça a marché dans une certaine mesure, mais on a quand même eu des milieux réactionnels qui étaient assez goudronneux et on a quand même eu un petit emballement où la température est montée jusqu'à 40 degrés. Donc gardez bien en tête que ce que vous allez voir n'est pas un protocole optimisé de nitration de l'anisole. C'est juste un protocole standard de nitration des cycles aromatiques qu'on a appliqué à l'anisole et qui ne marche pas particulièrement bien dans ce cas-ci. Si l'on voulait réaliser la nitration de l'anisole proprement, ce qu'il faudrait faire possiblement, ce serait une catalyse à l'acide nitreux. Donc il s'agirait de faire une nitrosation, puis une oxydation du nitroso en nitro par l'acide nitrique. Ou bien on pourrait carrément oublier l'acide nitrique et faire juste une nitrosation du cycle aromatique avec de l'acide nitreux, et ensuite directement réduire le nitroso en amine pour obtenir la para-anisidine. On va quand même vous montrer donc cette méthode de nitration des cycles aromatiques parce qu'elle est classique et intéressante, mais n'attendez pas un rendement particulièrement bon pour cette synthèse. Ok, donc là on va retenter la nitration de l'anisole, cette fois-ci avec un mélange sulfonitrique que je m'apprête à préparer, donc un mélange plus classique nitrant, constitué donc d'acide nitrique et d'acide sulfurique. Donc je vais commencer par introduire donc l'acide nitrique, donc 37 ml, dans un petit Erlenmeyer qu'on va pouvoir refroidir au bain de glace, parce que c'est mieux de préparer ça à froid. Ça évite la formation de dioxyde d'azote par décomposition de l'acide nitrique, parce que quand on va mélanger l'acide nitrique et l'acide sulfurique, ça va chauffer. On va mettre en marche l'agitation pour faciliter un petit peu le refroidissement de l'acide nitrique. Et on va préparer l'acide sulfurique. On va maintenant introduire 37 ml d'acide sulfurique et pour ça on va utiliser une ampoule à décanter qui nous servira d'ampoule de coulée pour l'introduire au goutte à goutte et bien contrôler la température. Ok, donc là comme on peut le voir, on est aux alentours de 0 degrés Celsius. Donc on va pouvoir commencer à introduire l'acide sulfurique. Donc allons-y, commençons à introduire l'acide sulfurique au goutte à goutte, en essayant de garder la température relativement basse, si possible en dessous de 10 degrés, pour minimiser la formation de dioxyde d'azote, qui pourrait par la suite générer la formation de quelques sous-produits dans la nitration qu'on va faire avec ce mélange sulfonitrique. Donc là l'idée c'est d'introduire tout doucement l'acide sulfurique concentré dans l'acide nitrique bien refroidi par un bain de glace en se servant de l'ampoule à décanter comme d'une ampoule de coulée, tout en contrôlant la température du mélange pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas 10 degrés Celsius. Alors pour la nitration, on va nitrer donc 50 ml de notre anisole qu'on a fabriqué juste précédemment donc par méthylation du phénol. Donc je vais mesurer 50 ml. Donc introduisons les 50 ml d'anisole donc dans le ballon de la nitration. Et on va commencer par la refroidir avant d'introduire l'acide sulfonitrique. Donc on va mettre en marche une agitation légère. Donc là la température est proche de 0 degré, donc on va pouvoir commencer l'addition du mélange sulfonitrique. Donc on va charger l'ampoule de coulée avec le mélange sulfonitrique qu'on vient juste de préparer et qui est encore bien froid, il sort juste du bain de glace. Et on va relier l'ampoule de coulée au système de garde. Donc le système c'est le même que celui de la dernière fois, donc l'anisole dans un bain de glace avec un thermomètre, une ampoule de coulée qui contient cette fois-ci non plus de l'acide nitrique mais un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique, ce qui devrait rendre la nitration plus facile normalement.
Au-dessus, donc, de quoi extraire les gaz en cas d'emballement, notamment le dioxyde d'azote qui pourrait se former. Une garde pour empêcher le retour de la part de la solution de soude qui est ici, qui est censée absorber le dioxyde d'azote. Donc allons-y, amorçons un goutte à goutte lent de mélange sulfonitrique dans l'anisole. Donc là voilà, on a amorcé un goutte à goutte régulier donc, de mélange sulfonitrique encore froid dans l'anisole bien refroidi par un bain de glace. La température ne dépasse pas pour l'instant les 5 degrés Celsius, donc c'est très bien pour une nitration. On observe l'apparition d'une petite coloration. Il n'y a néanmoins pas de formation observée à l'œil pour l'instant de dioxyde d'azote, donc c'est très bien. Et on va voir si cette fois-ci on arrive à nitrer notre anisole sans problème d'emballement ou de réaction parasite. Donc j'ai augmenté un petit peu l'agitation pour faciliter le mixage entre l'anisole et le mélange sulfonitrique qui ne sont a priori pas miscibles. Et on observe donc que la couleur vire petit à petit à l'orange. Bon, apparemment on commence quand même à observer l'apparition d'un petit peu de dioxyde d'azote, donc le gaz roux à l'intérieur du ballon, et le liquide vire au noir, donc c'est pas particulièrement bon pour l'instant. Ah. Bon, bah c'est en train de s'emballer. Heureusement on n'a introduit que quelques gouttes, donc ça devrait pas être trop fou. Mais c'est bel et bien en train de s'emballer. La température monte, là on est déjà à 30 degrés. Et on génère bel et bien du gaz. Bon, la température apparemment à l'intérieur est montée jusqu'à 40 degrés Celsius. Effectivement, c'est un peu chaud. On va voir ce qu'on va faire. Ok, bon, ça s'est emballé, mais on va quand même essayer de poursuivre la réaction, voir ce qu'on arrive à obtenir à la fin. Donc on va être plus prudent. Je vais quand même relancer le goutte à goutte. Et on va voir si on arrive quand même à obtenir quelque chose de ce milieu réactionnel. Bon, bah notre expérience suit son cours. Là, la température est de l'ordre de 20 degrés, donc ça a tendance à remonter encore. Donc j'ai coupé le goutte à goutte pour laisser refroidir. Mais bon, c'est assez compliqué de gérer la température de cette réaction. En tout cas, il semblerait qu'il y ait moins d'effet d'accumulation et d'emballement qu'avant. Donc là, c'est juste plus une élévation de la température un peu douce. On va voir ce que ça donne à la fin. C'est certainement pas la nitration la plus facile que j'ai eu à faire en tout cas. Donc là, on a écoulé à peu près la moitié du mélange sulfonitrique et la nitration suit son cours. Donc on n'a pas eu de nouvel emballement, mais le mélange réactionnel est pour l'instant pas très présentable. On verra bien ce qu'on peut en tirer donc demain. Bon, là la réaction suit son cours, donc on a presque fini d'introduire donc le mélange sulfonitrique dans l'anisole. Donc le ballon a pris une couleur bleue assez intense. On se demande si ça pourrait pas être de la benzoquinone qu'on aurait formée par oxydation de l'anisole et déméthylation. La température est aux alentours de 10 degrés, 10 degrés, 20 degrés. On a eu plusieurs plages où la température est montée un petit peu plus que 10 degrés, mais elle n'a jamais dépassé 20 degrés après le premier emballement. Donc nous verrons demain, lorsqu'on fera le traitement du milieu réactionnel, si on peut extraire un petit peu donc, de paranitro-anisole. Donc on va bientôt arriver à la fin de l'addition du mélange sulfonitrique dans l'anisole. En tout, cette phase d'addition aura duré environ 3 heures. Donc là, juste après la fin de l'addition, la température du milieu réactionnel est apparemment à 20 degrés Celsius, donc c'est encore remonté un petit peu. Donc étant donné que je vous rappelle qu'on est dans un bain de glace, si l'intérieur du ballon est à 20 degrés Celsius, c'est clairement qu'on a une réaction exothermique, un dégagement de chaleur. Et c'est bien la preuve qu'ici quelque chose se passe, donc ça à la limite c'est encourageant, même si le milieu a une sale tronche, il faut quand même bien le reconnaître. Donc ce que je vais faire là maintenant que l'addition est terminée, c'est laisser le bain de glace se réchauffer tranquillement. Donc vu la quantité de glace qu'il y a à l'intérieur, il y en a encore pour quelques heures au frais. Et demain matin, dans quelques heures, nous pourrons traiter le milieu réactionnel et voir si nous pouvons extraire du mélange un petit peu de paranitro anisole. Ok, donc là on est le lendemain et ça fait un peu plus d'une dizaine d'heures. Donc dans notre milieu réactionnel, j'ai l'impression qu'on a formé un solide et ça tombe bien puisque le produit de la réaction est censé être solide. Alors on va bien voir, je vais mettre de l'eau dans le milieu réactionnel et on va voir si on peut filtrer et puis si c'est pas le cas, on fera une extraction liquide-liquide. Donc je vais commencer par introduire de l'eau par l'ampoule de coulée.
Ok, donc ça a pas l'air trop violent. Des fois ça peut chauffer un petit peu à cause de l'acide sulfurique qui reste dans le milieu et de l'exothermicité et de l'hydratation du sulfurique, mais là ça a l'air d'être à peu près ok. Je vais quand même essayer d'aller doucement, mais on va pouvoir mettre de l'eau dans ce milieu. Ça va, on peut y aller. Ça chauffe pas trop. Là on est à 50 degrés dans le ballon. Ok, donc là il me semble que c'est un petit peu trop épais pour que j'arrive à agiter magnétiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lever l'ampoule de coulée, puis je vais essayer d'agiter un petit peu manuellement. Avec une spatule. Ok, donc on a bien une bonne masse solide, ça c'est chouette. Alors, espérons quand même que ça contienne un petit peu de notre produit. Et que ce soit pas que du goudron. Ce qui n'est pas impossible vu la consistance. Ouais, il y a moyen que ce soit que du goudron ça. Ouais. Je vais peut-être tenter une hydrodistillation du coup. Je vais devoir y réfléchir un petit peu, mais il est possible qu'en essayant d'hydrodistiller ce goudron, la paranitro-anisole distille, enfin hydrodistille et qu'on obtienne quelque chose de beaucoup plus propre. Je vais voir ça. Donc ça y est, voilà, ça distille. Donc notre mélange de goudron et d'eau bout. Et les fractions les plus volatiles susceptibles d'hydrodistiller sont en train donc de passer dans le réfrigérant droit. Et on est en train de collecter donc un système biphasique de couleur jaune que je trouve très encourageant. Bon bah vu que ça se passe bien, je pense qu'on va distiller tout ce qu'on peut. Et je vais donc remettre de l'eau en quantité suffisante pour faire une hydrodistillation digne de ce nom. Et traiter la totalité des goudrons. Donc après 3h30 d'hydrodistillation des goudrons qu'on a obtenus à l'issue de la nitration, on a réussi donc à séparer le noir des goudrons d'un mélange donc hétéroazéotropique qui ici est passé à la distillation et qui a une belle couleur jaune, qui a démixé en nous formant donc une phase organique qu'on va devoir récupérer tout à l'heure et qui doit contenir une certaine quantité donc de notre 4-nitroanisole. Mais on remarque également que dans le réfrigérant donc a cristallisé un produit qui a des chances du coup d'être justement la paranitro-anisole qui normalement est un solide à température ambiante. Donc là justement on observe dans le réfrigérant les cristaux de 4-nitroanisole, enfin du moins de ce que je suspecte être la 4-nitroanisole, qui du coup se sont formés dans le réfrigérant. Donc il y en a un petit peu partout, on les récupérera tout à l'heure. Je trouve ça très encourageant. Alors c'est possible qu'au début en fait ces cristaux ne se soient pas formés parce qu'il restait de l'anisole dans les goudrons et l'anisole du coup hydrodistillée avec la 4-nitroanisole et ça faisait un petit peu solvant et donc ça pouvait redissoudre les cristaux. Enfin en tout cas ça permettait pas leur précipitation. Mais maintenant que l'anisole du coup a dû passer à l'hydrodistillation, bah, il nous reste la 4-nitroanisole qui nous fait des beaux cristaux. On constate également que donc dans ce qui hydrodistille au cours de cette étape, la phase organique donc qu'on a formée dans l'Erlenmeyer collecteur est plus dense que l'eau. Donc elle arrive au fond de l'Erlenmeyer, ce qui est bien évidemment encourageant, puisque l'anisole initiale était moins dense que l'eau, donc on a effectivement changé la molécule, et la 4-nitroanisole est censée être plus dense que l'eau. Donc ça c'est bon signe également. Donc là ce que je vais faire en fait pour récupérer les cristaux de ce que je suspecte être la 4-nitroanisole qui sont coincés dans le réfrigérant, c'est que je vais juste couper l'alimentation du réfrigérant pour laisser donc l'eau se réchauffer, et ça devrait normalement fondre la 4-nitroanisole qui devrait arriver dans l'Erlenmeyer collecteur. Donc là le réfrigérant se réchauffe, et normalement, d'ailleurs on est en train de le voir, la 4-nitroanisole devrait fondre, et c'est le cas. Et vous voyez que du coup on arrive à la décoincer du réfrigérant, et à la faire arriver dans l'Erlenmeyer collecteur sans avoir à gratter. Donc là ça coule encore jaune, mais l'Erlenmeyer est plein, donc ce que je vais faire c'est que je vais changer d'Erlenmeyer pour continuer à collecter ce qui coule, parce que je pense qu'il pourrait y avoir encore un petit peu de 4-nitroanisole dans ce qui distille.
Donc là on approche la fin de l'hydrodistillation et effectivement on observe qu'il n'y a plus de solide qui se solidifie dans le réfrigérant droit. Et on ne voit plus non plus d'huile, de petites gouttes d'huile, donc de paranitroanisole fondu, qui circulent dans le réfrigérant non plus. Donc à ce stade, bon, il passe toujours un petit peu de paranitroanisole, hein, on voit bien qu'on a une petite accumulation de liquide jaune dans cette partie du réfrigérant, mais la quantité est probablement très faible. Donc on va arrêter l'hydrodistillation. Donc à l'issue de cette hydrodistillation, on obtient donc une huile qui est non miscible à l'eau, qui est plus dense que l'eau, et qui tend facilement à cristalliser dès que la température redescend un petit peu en dessous de 30 degrés. Il fait particulièrement chaud en ce moment, c'est pour ça que c'est liquide. Et qu'on suspecte être un mélange donc d'ortho et de para-nitroanisole. Donc là, on va devoir extraire donc tout ce qu'on a hydrodistillé, et pour ça, je vais reporter donc le contenu des Erlenmeyer que j'ai obtenus, qui sont plus ou moins propres en fonction de comment s'est passée la distillation. Il y a un moment où quelques goudrons sont passés à la distillation, pas grand chose. Et on va extraire ça au dichlorométhane, pour ensuite isoler la paranitroanisole et la cristalliser. Ok, donc allons-y. On va mettre le tout dans un gros ballon dans lequel je pourrais procéder du coup à l'extraction. Ok, donc deuxième Erlenmeyer. Et pour finir... Alors bien sûr, on va rincer avec un petit peu de solvant d'extraction, donc du dichlorométhane pour bien faire les choses. Ok, donc on introduit le dichlorométhane dans le ballon. On continue à rincer. Alors normalement, le dichlorométhane devrait permettre de dissoudre notre produit, ainsi que les quelques goudrons qui sont passés à la distillation. Et ça nous permettra du coup de récupérer tout sous forme d'une phase organique facilement évaporable, pour ensuite la concentrer et procéder à une recristallisation. Et on va maintenant terminer ce qui nous reste de dichlorométhane en rinçant l'entonnoir. On va également mettre un barreau aimanté pour agiter. Et on va également agiter pour l'extraction. Ok, donc ça fait 40 minutes qu'on agite comme ça, donc à ce stade on peut considérer l'extraction comme finie, et couper l'agitation pour laisser se séparer du coup la phase de dichlorométhane qui contient notre produit d'intérêt de la phase aqueuse qui ne nous intéresse plus maintenant. Tout comme notre produit, le dichlorométhane est plus dense que l'eau, donc sans surprise, la phase de dichlorométhane et de paranitroanisole est au fond du ballon. On va simplement décanter la phase aqueuse dans un Erlenmeyer. Et on fera attention à ne pas faire passer la phase inférieure de dichlorométhane. Et maintenant, on va pouvoir utiliser une ampoule à décanter. On va également retirer le barreau aimanté qui à ce stade est encore dans le ballon, pour ne pas le faire tomber dans l'ampoule. Et on va le rincer avec un peu d'eau. On va maintenant reporter le contenu du ballon dans une ampoule à décanter. Alors encore une fois, on va rincer, donc avec du dichlorométhane. Et maintenant, on peut récupérer la phase de dichlorométhane inférieure qui contient la paranitroanisole dans un Erlenmeyer. Alors on observe qu'on a également une petite partie qui contient du solide à l'interface entre l'eau et le dichlorométhane. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire que les goudrons qu'on a générés et qui sont passés un petit peu à l'hydrodistillation ne sont pas si solubles que ça dans le dichlorométhane. Donc on peut espérer que ça va nous purifier un petit peu notre produit. On va maintenant sécher notre phase organique avec un petit peu de sulfate de magnésium qui est un bon agent de séchage. Donc j'introduis une spatule. Je vous montre ce qu'on est censé voir. Donc là vous voyez que le solvant est bien limpide,
et on observe au fond de l'Erlenmeyer que le sulfate de magnésium n'adhère plus du tout aux parois, il est pulvérulent, donc il flotte librement en solution, et ça c'est signe qu'on en a mis assez et qu'a priori du coup le dichlorométhane est sec. Alors on va maintenant filtrer donc à travers une petite bourre de coton dans un entonnoir en verre, de sorte à retirer donc l'agent de séchage hydraté qui est au fond, et récupérer notre solution bien propre et sèche de paranitroanisole et d'orthonitroanisole dans le dichlorométhane. Donc vous voyez là, je verse le liquide en essayant de faire passer le moins possible le solide. Pas de raison de boucher le filtre, c'est pas du tout le solide qui nous intéresse. Donc le solide, j'essaie de le garder au fond de l'Erlenmeyer. Le coton n'est là que pour retenir les quelques grains qui pourraient potentiellement tomber. On va maintenant donc rincer un petit peu l'agent de séchage qui est au fond de l'Erlenmeyer. Donc toujours avec un petit peu de dichlorométhane. Et voilà, donc là on a nos nitroanisols en solution dans le dichlorométhane bien sec et limpide. Plus qu'à évaporer le solvant. Pour évaporer le solvant, on va utiliser ce qu'on appelle un évaporateur rotatif, donc qui ressemble à ça. Et là, pour l'instant, on est en train de préparer un piège à froid pour protéger la pompe qui est ici et qui nous permettra de faire le vide pour évaporer plus facilement le solvant. Donc maintenant qu'on a introduit la glace carbonique autour du piège à froid, pour améliorer un petit peu le contact, ce qu'on va faire, c'est ajouter un liquide comme de l'alcool ménager qui ne va pas geler à la température de moins 78 degrés et qui n'a pas une valeur particulière, c'est juste de l'alcool ménager. Inutile ici d'utiliser de l'alcool absolu ou un solvant particulièrement pur. Et ça nous permettra d'avoir un bon contact thermique et donc un meilleur pouvoir réfrigérant. Alors, ici on a du dichlorométhane à évaporer. Du coup on se permet d'utiliser cette prise de vide. On aurait pu aussi se mettre en boule réfrigérant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que dans tous les cas, le réfrigérant ici suffirait pas pour le condenser. Donc c'est tout à fait possible de l'utiliser. Ensuite, donc on arrive ici dans ce réfrigérant Graham qui nous permet là de tirer encore un petit peu de calories au niveau de de pomper des calories de la vapeur pour essayer éventuellement de la recondenser dans le ballon qui est ici. A noter, on retrouve ici une mise à l'atmosphère qui nous permet de réguler le vide en cas de besoin, de casser le vide si besoin en est, et pour pouvoir éteindre la pompe à la fin de la manipulation. Ici, un robinet qui nous permet éventuellement d'aller jouer sur l'effet de cette petite prise mise à l'atmosphère. Ensuite, le tuyau qui passe par le piège à froid, qui permet de finir de protéger la pompe. Et ensuite, la ligne directe vers la pompe, qui se trouve ici. On va mettre le ballon au bas du réfrigérant. On va également le clipper. Hop. Et maintenant, on le fait descendre dans le bain et on le verrouille. On va également activer la rotation. Ok, donc il ne reste plus maintenant qu'à allumer la pompe. On observe alors que le solvant se met à bouillir quasiment instantanément. Et évidemment, en cas de problème, j'ai la main sur le robinet qui permet de faire rentrer de l'air dans le système et de casser le vide. Donc comme on s'y attendait un petit peu finalement, même si le dichlorométhane est porté à l'ébullition ici, le réfrigérant effectivement n'arrive pas à le condenser, puisque le dichlorométhane est très volatile et qu'ici en plus on est sous vide, donc on ne collecte rien dans le ballon collecteur ici, ni non plus dans cette garde. En revanche, on observe que l'ébullition du bain carboglace éthanol s'est fortement accélérée, donc probablement qu'on est en train de récupérer le dichlorométhane à cet endroit-ci et donc de transférer de la chaleur à la carboglace, d'où l'ébullition observée. Et on va pouvoir
maintenant récupérer le ballon qui contient le produit qu'on a débarrassé du solvant. Voilà. On va laisser ça de côté pour la nuit. Ok, donc maintenant qu'on a évaporé le solvant à l'évaporateur rotatif, on a là notre concentré de nitroanisole, donc l'ortho, le para et possiblement un petit peu du méta, mais en principe le groupe méthoxy solanisole est ortho-paradirecteur et on devrait avoir assez peu de méta-nitroanisole. Je m'apprête donc à cristalliser la paranitroanisole qui a une température de fusion plus élevée que l'orthonitroanisole, donc ça devrait être possible de les séparer de cette façon-là. Mais avant toute chose, je vais prélever un petit échantillon du liquide. Et on va faire une chromatographie sur couche mince de ce brut pour observer qu'on a bien normalement l'ortho et la paranitroanisole, possiblement un petit peu du méta, quelques goudrons, et comparer ça tout à l'heure donc à ce qu'on va obtenir une fois que on aura cristallisé la paranitroanisole. Donc allons-y, on va maintenant mettre un bain de glace pour refroidir notre mélange et essayer de cristalliser globalement majoritairement la paranitroanisole. Donc là voilà, on a mis un bain de glace donc à 0 degré, donc on est à peu près 50 degrés en dessous de la température de fusion de la paranitroanisole. Donc si elle est concentrée un minimum, elle devrait cristalliser sans trop de problème. Dans son bain de glace, le liquide a pris en masse, il a cristallisé assez spontanément d'ailleurs en fait, ce qui est normal, là on l'a refroidi assez vite. Donc comme vous voyez, on a un solide, donc c'est très bien. On va disperser un petit peu tout ça dans l'hexane et essayer de filtrer pour récupérer les cristaux qui nous intéressent. Donc voilà, là je vais rajouter un petit peu de N-hexane bien froid. Voilà, très peu, juste pour suspendre un petit peu les cristaux et faciliter la filtration. Donc je vais casser le solide qu'on a formé et essayer de le suspendre un petit peu. Ok, donc on va maintenant procéder donc, à la filtration de ce qu'on a obtenu. Alors je vais essayer de transférer tout ce qu'on a dans le ballon. Et on va filtrer. Et on va procéder à un rinçage donc du ballon et du solide dans le filtre. Toujours au N-hexane. Alors je précise que le N-hexane que j'utilise ici est froid, pour minimiser du coup la solubilité du produit dans le solvant et limiter les pertes. Donc je procède à une trituration histoire de dissoudre donc tous les résidus d'anisole qui pourraient être encore présents, les goudrons qui seraient solubles dans l'hexane ou l'orthonitroanisole. Et on va maintenant réactiver la pompe. Maintenant, on va placer les cristaux qu'on a obtenus dans le même ballon que précédemment, puisque ça nous permettra de limiter un petit peu les pertes mécaniques. Il reste quelques cristaux dans le ballon, mais qui ont été déjà bien rincés. Hop. Donc on va les transférer. Et on procédera ensuite à une recristallisation dans l'hexane. Regardez-moi ça, donc ça c'est le ballon qui contenait tout à l'heure donc le solide qu'on avait obtenu par filtration. Il se trouve qu'il fait vraiment très très chaud en ce moment, donc ce solide a fondu et quand la température est descendue un tout petit peu, il est apparu à l'intérieur des cristaux d'une taille vraiment extraordinaire. Il y a des cristaux qui font plus de 1 cm. C'est vraiment très très joli, c'est extrêmement encourageant. Donc là on doit avoir de la paranitroanisole qui a cristallisé, qui est particulièrement pure. Donc ça c'est super. Donc je vais piqueter le liquide qu'on a au fond qui est du coup enrichi en orthonitroanisole et récupérer les cristaux seulement qui eux sont de la paranitroanisole très enrichis. Ok, donc voilà les cristaux qu'on a obtenus du coup.
Ils sont quand même assez énormes et ça fait très plaisir, étant donné que ça fait une petite semaine là qu'on travaille sur ce projet. On a enfin notre paranitroanisole qui a l'air d'être pur. Alors notons que dans la fiole à vide qu'on avait juste en dessous du fruité, donc on a collecté tout l'hexane qui a pris une légère coloration orangée, mais surtout tous les goudrons qui apparemment ne sont pas miscibles à l'hexane et qui sont, vous voyez ici, sous forme d'une phase inférieure très colorée. Et donc on a réussi à s'en débarrasser et ça c'est chouette. Donc l'hexane n'était peut-être pas le meilleur solvant pour ce qui est de dissoudre les goudrons, mais en tout cas il nous aura permis d'aider au transfert donc du contenu du ballon dans le fruité. Et étant donné que le produit n'y est que très peu soluble, eh bien tant mieux, on en aura perdu assez peu. Alors je vais tenter un truc avec ce qu'on a collecté. Je vais le mettre de côté. Je vais rajouter un petit peu d'éther diéthylique pour pouvoir avoir un mélange qui est homogène, parce qu'à mon avis, le système éther, hexane et goudron devrait pouvoir être homogène. L'éther a une sorte de polarité un petit peu intermédiaire entre les goudrons et l'hexane et devrait nous permettre de former une seule phase. Et ensuite, je le mettrai donc au frigo, enfin au congèle même, à moins 33 degrés Celsius. Et ça devrait aider à la cristallisation du reste de la paranitronisole. Donc je vais rincer la fiole à vide avec un petit peu d'éther diéthylique. Donc là, nos goudrons, la paranitronisole, l'orthonitronisole qui pourraient être passés dans le système, se retrouvent dans un environnement qui est quand même assez peu polaire, dans lequel a priori il y a une assez faible affinité pour le solvant, et donc si je refroidis ça, je devrais peut-être pouvoir cristalliser quelque chose. Alors là c'est super, donc j'ai mis le ballon qui contenait les goudrons qui étaient passés à la filtration, l'hexane et l'éther au congélateur, et on a eu apparition d'une masse de cristaux assez importante à l'intérieur du ballon, à moins 30 degrés. Donc ma petite idée a marché, je vais filtrer ça, on va voir combien de produits on a obtenu en plus. Donc je vais d'abord casser les cristaux avec une spatule, donc la même spatule qu'avant. Ok, donc ils se décrochent très facilement, ils sont assez pulvérulents, donc c'est super. Ok, et on va filtrer ça. C'est pas mal, ça fait toujours ça en plus. Ok, donc je vais ajouter aux gros cristaux qu'on a obtenus les petits qu'on vient d'obtenir à partir du filtrat, en cristallisant ça avec un mélange hexane et terre. Ils ont peut-être une pureté un petit peu plus faible, mais c'est pas très grave, on va recristalliser de toute façon. Et je préfère avoir beaucoup de masse pour recristalliser. Alors, purification de la paranitroanisole. Donc la deuxième technique de purification qu'on va mettre en œuvre sur ce produit après l'hydrodistillation. On a rassemblé plusieurs synthèses en fait. La première et une autre synthèse qu'on avait essayé pour essayer d'avoir un petit peu plus de produits et varier les protocoles. Donc on va se permettre de les recristalliser ensemble. Donc une introduction dans le ballon qui va nous servir à faire la recriste. Alors, on va pas chercher à aller rincer la coupelle cette fois-ci parce qu'il reste vraiment très peu de produits et ça va minimiser les vapeurs d'hexane qu'on va libérer dans le labo même si on est sous système filtrant. Donc la recristallisation se passe dans l'hexane pur. On va juste venir couvrir avec de l'hexane, mettre un barreau aimanté, chauffer au reflux de l'hexane, voir si on arrive à tout dissoudre ou pas, donc logiquement non, et au besoin, on en rajoutera par le haut du réfrigérant pour rajouter un petit peu de solvant et arriver jusqu'au moment où on aura dissous tout le solide et où on pourra poursuivre la recristallisation. Alors il se trouve que normalement on a constaté en un premier essai, dans un tube à essai, qu'il y avait quelques goudrons qui restaient. Donc on risque probablement de transférer le produit en solution dans l'hexane dans un autre bécher ou alors une meilleure pour pouvoir faire une recristallisation correcte et en ayant séparé les goudrons. Alors, du coup, on introduit suffisamment d'hexane pour juste couvrir le solide.
Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Le solide est couvert. On vient mettre l'hexane à côté et reboucher le flacon. On vient placer une olive, un barreau aimanté propre. On vient placer le réfrigérant sur le ballon. Hop. On serre. On va arbitrairement porter le mélange à 110 degrés, enfin mettre la plaque à 110 degrés, sachant que le ballon n'est pas à fond plat. De toute façon, on ne chauffera pas trop fort. Et mettre sous une légère agitation. Donc là, notre solide vient de fondre, puisqu'il fond à plus basse température que le point d'ébullition de l'hexane, ce qui fait qu'on a apparition d'une phase liquide inférieure, sombre, riche en paranitroanisole. Alors, on constate que l'hexane est rentré en ébullition. Les vapeurs ont permis de rincer les parois du ballon. On constate aussi qu'il y a une deuxième phase inférieure qui constitue notre produit, qui est liquide à la température où on est, donc environ 67 degrés pour la température d'ébullition de l'hexane. Étant donné qu'il n'est pas complètement dissous, on va venir rajouter de l'hexane par le haut du réfrigérant. Alors, et une dernière. Hop. Et maintenant, on va lui laisser le temps de revenir à ébullition. Alors, à ce stade, on constate que la totalité des goudrons sont restés collés à la paroi. On va pouvoir le voir de manière plus nette en arrêtant l'agitation. Vous pouvez le constater, il n'y a plus d'huile. Donc, on va maintenant pouvoir arrêter le chauffage à reflux, transvaser notre solution de paranitroidisole dans l'hexane vers le second Erlenmeyer qu'on a préchauffé pour pouvoir faire la recristallisation correctement en s'étant affranchi des goudrons présents. Ouais. Alors à ce stade, on peut ôter le réfrigérant. Récupérer notre ballon. On va avoir pris la précaution de mettre un gant pour éviter de se brûler. Et on transfère en constatant que effectivement les goudrons restent bien tous dans le ballon. Vas-y. Alors une fois le transvasement effectué, on se rappelle que le solvant c'est de l'hexane qui est un potentiel CMR. Donc on va venir placer un verre de montre sur l'Erlenmeyer pour éviter qu'il y ait trop de vapeur qui s'échappe. Voilà, donc au final, on a quand même réussi à retirer tout ça de goudron qui était présent donc dans notre paranitroanisole de départ. On a obtenu donc une solution orangée limpide donc du produit dans l'hexane. Et en refroidissant, on a réussi à le faire prendre en masse. Donc il a cristallisé assez subitement, mais tout de même cristallisé. Et maintenant, pour finir la cristallisation, on va mettre ça au congélateur. Alors à ce stade, on avait placé l'Erlenmeyer contenant notre produit au congélateur pour améliorer la quantité de produits entre guillemets purifiés qu'on va récupérer. Il faut maintenant aller décoller un petit peu le produit qui est collé sur les parois et au fond. Voilà. Alors maintenant qu'on a décollé le solide des parois de l'Erlenmeyer, on va pouvoir filtrer sur le filtre frité qui avait déjà été utilisé auparavant pour filtrer la même chose, c'est pour ça qu'il a cette couleur. Donc on vient essayer de le suspendre et alors on viendra rincer de toute façon avec le solvant, c'est-à-dire l'hexane. On vient triturer légèrement, casser un petit peu le solide.
Et là, on va venir rincer l'Erlenmeyer et le solide avec du solvant. Ça va permettre de finir de retirer d'éventuelles impuretés qui seraient restées dans le solvant, qui est emprisonné par le solide. Et on va aller chercher le fond avec la spatule. Alors on vient triturer le solide pour essayer de retirer le maximum de solvant, hein. L'aspiration permet entre guillemets de le sécher. Alors à ce stade la filtration est terminée, on va laisser la pompe tourner comme ça une dizaine de minutes pour essayer de retirer le maximum d'hexane. Bon, il en restera quasiment plus à la fin et on pourra l'engager directement dans la réaction suivante, c'est-à-dire l'hydrogénation catalytique. Donc on va maintenant voir la masse de paranitroanisole purifié qu'on a obtenu. Alors ce sera une estimation de la masse, hein, puisque évidemment à ce stade, il y a encore un petit peu d'hexane sur les cristaux. Donc on a 7,38 grammes, ce qui est plutôt pas mal, étant donné qu'on a investi donc 6,03 grammes donc du produit issu de la nitration par le mélange sulfonitrique, plus les 1,63 grammes de Syriac. Donc on a investi en tout 7,66 grammes et on récupère 7,36 ou 37 grammes. C'est pas mal du tout. Donc voilà les cristaux de paranitroanisole purifiés. On en a récupéré en tout 7,34 grammes, ou plutôt de l'ordre de 7 grammes, vu que a priori il y a encore un petit peu d'hexane sur les cristaux. Mais c'est vraiment pas mal étant donné qu'on a investi 7,66 grammes du produit brut. Donc le rendement de la recristallisation est plutôt bon.